Le tiene miedo. Poncho. ¿Hala? C'est attaché? Tout est prêt. Ça c'est quoi? C'est l'enveloppe? C'est l'enveloppe, oui. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je vois une enveloppe de montgolfière chargée sur une mule. Mais c'est aussi la première fois qu'on réunit dans une même expédition deux disciplines aussi éloignées l'une de l'autre. La spéléologie, sous la direction de Stéphane Girard, qui est un des spéléologues les plus avertis que nous connaissions, qui travaille souvent avec nous. Et l'aérostation, plus exactement la pratique du ballon air chaud avec Vincent Dupuis. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Bonsoir à toutes et à tous. Allez, c'est des têtes de mule, hein. Vas-y. On va aller rejoindre le gros de l'équipe, notamment avec Guy Moxon, parce que c'est sans doute l'une des expéditions les plus lourdes et les plus délicates depuis le début du magazine de l'Extrême. Et peut-être d'ailleurs une des expériences, je ne vais pas dire les plus insensées car j'aime pas ce mot-là, mais en tout cas les plus étonnantes. En haut là, On va prendre à gauche, Nicolas. Là. On va prendre le raccourci, laisser filer les mules sur le chemin. C'est plus direct. Vincent, on te laisse avec les mules. Hein. C'est gentil. À tout à l'heure. À tout à l'heure. On va arriver au-dessus du trou, là, juste surplomber le départ. Avec Christian Chaudet, qui est l'un des réalisateurs du magazine Ushuaïa, on va aller au sud-ouest de l'Inde, dans la région du Karnataka, assister à l'une des cérémonies religieuses les plus étonnantes et sans doute les plus hautes en couleur, qui a lieu une fois tous les 12 ans. C'est la grande fête jaïne de Bahubali. Bahubali, c'est un colosse de granit qui fait 17 mètres, taillé d'une seule pièce dans la masse du granit. Ça a lieu une fois tous les 12 ans et à cette occasion, donc, ils sont 10 000 ascètes à parcourir plusieurs centaines de kilomètres pour se rapprocher de cette statue dans le dénuement le plus extrême et le dépouillement le plus total. C'est ce que nous allons voir maintenant. D'espace vêtu, car il est nu, entièrement nu. Depuis qu'il a renoncé à tout, il marche sans cesse. Après des jours, des mois, sa calebasse et son pitchi à la main, il a retrouvé les cocotiers et les manguiers qui bordent les routes et les chemins du sud de l'Inde, ce qui mène à Shravanabelagola, où il est venu revoir, peut-être une dernière fois, là-haut sur la colline sacrée d'Indragiri, la statue de la Setnu, Bahubali. Des pieds. Des millions de pieds venus de toute l'Inde se déchaussent ici et cisaillent sans relâche les 619 marches taillées dans la souffrance du granit caniculaire. Des pieds classe tout risque, des pieds classe business et aussi des pieds classe bambou, des privilégiés qui ont le mérite d'en nourrir 4 autres paires d'un coup. Et puis ceux de Bahubali, enfin, d'une autre pointure.
Ses pieds n'ont jamais connu la moindre semelle. Ou alors, il y a longtemps, du temps où il n'était pas encore Digambara. Aujourd'hui, nu au milieu de la foule, il est le symbole de l'ascétisme le plus extrême, celui qui le délivrera un jour du cycle des réincarnations. Tel apparaît Bahubali, tout d'un bloc d'indifférence, les jambes envahies de ronces et de cobras de pierre, et que domine 17 mètres plus haut, dans sa plus parfaite inexpression, un sourire millénaire. Refusant toute violence, même envers les fruits ou les légumes les plus communs, il a quitté la vie matérielle, son métier, même son propre nom, ainsi que sa femme, qu'il avait épousée à 28 ans. Passeur de guet éphémère entre deux au-delà, il a compris depuis longtemps que la vie n'était que transition sur cette terre, et que la sienne n'était pas plus respectable que celle de l'insecte qu'il repousse délicatement sous les plumes de son pitchi. C'est comme ça qu'il est devenu sadhu, grâce à sa fille qu'il avait suppliée. À l'époque, elle finissait de brillantes études qui l'avaient conduite à parler couramment 11 langues. Mais plutôt que de baisser la tête dans une existence emmurée par les castes, elle avait choisi de prendre le voile. Alors, il prit les chemins. Elle avait 22 ans. Souvent, il pense à elle dans le silence de sa méditation, en attendant le jour où, ses pieds l'ayant conduit de l'autre côté du gué, il ira une dernière fois, là-haut sur la colline, attendre la mort dans un jeûne absolu. L'heure de la cérémonie est arrivée. Disposés en diagramme sacré sur un tapis de grains de riz, 1008 pots d'eau bénite coiffés de noix de coco passent de main en main, tandis que l'on présente à la foule le premier vase qui ouvrira les onctions. Au même moment, quelque part dans le ciel, 7 planètes se sont alignées, comme tous les 12 ans. Et puis, soudain, c'est l'explosion. De l'eau, des fortunes d'eau se déversent sur la tête et les épaules de Bahubali. Car ici, il est d'usage que la fête soit payée par les plus riches. Et les premiers litres d'eau mis aux enchères atteignent des sommes colossales qui serviront à la communauté Jain. Une communauté qui compte 10 000 ascètes et dont la vie dépend de la seule générosité des laïcs. Générosité complète et désintéressée d'ailleurs, et dont nul ne saurait tirer profit, honneur ou quelque place au paradis, mais dont les retombées sur la communauté en ont fait l'une des plus riches et des plus dynamiques de l'Inde. Communauté d'avenir et de toujours, où Gandhi puisa sa philosophie, elle a réussi par le partage et l'abnégation à éroder les inégalités, tel ce lait et cette poudre de riz drapant la pointe du granit de leur voile nourricier. Dans les échafaudages, l'ambiance est déjà au curcuma et l'on joue des coudes pour être de la première versée. Une versée de soleil accueillie par des jets d'allégresse ruisselle sur la pierre encore baignée de lait. Et c'est à celui qui finira l'oreille, l'épaule, la main du beau seigneur, dans une synchronisation digne de la circulation routière. Drapeau rouge, on attend. Drapeau vert, on verse. Et c'est le bonheur, un vrai bonheur végétal. C'est encore les herbes, quoique médicinales cette fois-ci, savamment mélangées à des épices qui vont donner à l'étrange visage une belle couleur de chocolat. En somme, un géant de pain d'épices enrobé de chocolat. Une aubaine, car sur le calendrier, on vient de passer la Saint-Nicolas.
tandis que le bois de Santal coule à flot en une lotion capiteuse qui endiable cette bacchanale de la sobriété, on finit de brasser l'ashtagandha aux 8 substances cosmiques pour une ultime lustration d'incandescence et d'incantation. Il en est ainsi depuis plus de 1000 ans. Les fêtes de Bahubali n'ont rien d'un sacre ni d'une adoration. Il n'y a pas de fanatisme caché dans cette surfoison de couleurs, de sons et de senteurs. Les Jains n'ont pas de dieu, et les offrandes et les onctions, tant mêlées de ferveur que de rire bon enfant, ne sont ni communion ni rite de passage. Elles restent ni plus ni moins que les stations heureuses d'une marche heureuse qui conduit chacun pas à pas vers la non-violence. Quoi de plus respectable ? Le soleil se levait sur la colline d'Indragiri. Lavé de ses couleurs et de ses acclamations, Bahubali a retrouvé son teint et son silence de pierre pour un nouveau répit de 12 ans. Alors, quelque part dans le ciel, 7 planètes reprendront leur place. Et le petit homme nu reviendra le long des cocotiers et des manguiers qui longent les routes et les chemins du sud de l'Inde, sa calebasse et son pitchi à la main, à moins que, d'ici là, Regardez cette caméra en plein milieu. On la coupe comment? En plein là. Sinon, on y fait un repère. Ça va frotter un peu, mais c'est normal. Vas-y, laisse venir doucement en bloc. Voilà, c'est bon. Tu peux laisser venir, là, tout doucement. C'est bien, c'est bien. Bloc là, cède. Ouais, mais là, je peux. Bien. Le treuil. Cependant, on va aller aux Bahamas, dans la mer des Caraïbes, où en 1986, des biologistes américains ont découvert un peu par hasard ce que l'on appelle des stromatolites, que l'on trouve généralement à l'état de fossiles. Et là, on les a trouvées vivantes, ce qui est excessivement rare, car ce sont les témoins du début de la vie sur Terre. Ce sont eux, il y a plusieurs milliards d'années, qui ont créé l'atmosphère et qui ont sans doute permis à la vie animale par la suite de se développer. Pour le regard néophyte, quand on plonge, les stromatolites ressemblent aux ruines d'une cité antique qui aurait été immergée. En réalité, ce sont une accumulation de petits micro-organismes. Cap donc sur les Bahamas et après avec Stéphane. C'est bon, il est arrivé là, Stéphane. Après, on va commencer à descendre. On continue, on est à 5 mètres du sol. Depuis quelques mois déjà, Ramon González a planté son camp dans le désert sous-marin d'Adderley Cay, dans les eaux peu profondes des Bahamas. Le géologue espagnol commence une nouvelle expérience. Il veut observer le mouvement des dunes de sable qui couvrent le fond marin. Pour se rendre de la base scientifique américaine de l'East Stocking Island au terrain d'investigation, les chercheurs utilisent un petit sous-marin. Tandis que Ramon amène au lieu de l'expérience le matériel, Jeff, aux commandes du submersible, va chercher le reste de l'équipe. Le sous-marin est le véhicule le plus commode pour se déplacer dans ces eaux au calme trompeur.
Le sol a été systématiquement quadrillé. Les hommes ont tendu une véritable toile d'araignée, solidement arrimée pour résister au courant qu'engendre le flux et le reflux de la marée. Le dispositif est pratiquement en place. Une plaque de plexiglas est ajoutée. Elle permettra de mesurer l'avancée des sables. Les scientifiques du Centre de recherche des Caraïbes passent l'essentiel de la journée sous l'eau. L'oxygène et surtout leur force doivent être économisés. L'agitation humaine contraste avec l'absence apparente de vie dans cet environnement austère. Sur leur chemin, Jeff et ses compagnons ne rencontrent que des rochers, un champ de pierres polies par le temps et le ressac, à demi enfoui sous le sable, tapissé d'algues. Les roches sont hautes de 2 mètres, parfaitement alignées. Lorsqu'ils les ont vues pour la première fois 10 ans plus tôt, les chercheurs ont d'abord cru avoir trouvé là les vestiges architecturaux d'une civilisation engloutie, les ruines d'une antique cité oubliée. Durant le mois que va durer l'expérience, Ramon et ses assistants reviendront quotidiennement sur le site. 2 fois par jour, le sous-marin dépose les chercheurs. Ceux-ci ne peuvent demeurer sous l'eau qu'une demi-heure. La capacité des bouteilles d'oxygène est limitée. Surtout, il faut descendre et remonter entre 2 marées. Sinon, les plongeurs seraient ballottés par les terribles courants qui sévissent dans la zone. Ces courants qui, comme les vents du Sahara, poussent devant eux les dunes. Le sous-marin, quant à lui, veille à la sécurité de l'équipe. Toutes les 12 heures, Ramon nage jusqu'à la grille tendue de 5 mètres sur 10. Il mesure le niveau séparant le fond de la surface, suivant ainsi au centimètre près la progression des dunes, l'invasion des grains de sable roulés par le mouvement perpétuel des marées. Ce sont ces grains de sable qui ont permis l'édification de la cité mystérieuse. Ces rochers ne sont pas l'héritage d'un peuple oublié, mais des stromatolites géants, les témoins vivants du passé le plus lointain de la planète. Bien avant les dinosaures, il y a 3 milliards d'années, les stromatolites se sont développés et répandus sur toute la surface terrestre. Ils représentent les premières formes de vie sur Terre, un trésor pour les scientifiques. La construction des stromatolites est l'œuvre de micro-organismes appelés cyanobactéries. Ni plantes, ni animaux, ces bactéries en forme de filaments ont d'abord colonisé le sol. Puis elles ont érigé les stromatolites en piégeant les sédiments flottants et en les ligotant jusqu'à obtenir un ciment particulièrement dur. En étudiant leur formation, les chercheurs peuvent comprendre comment est née la vie, car les bactéries bâtisseuses ont aussi inventé la photosynthèse, la transformation de l'énergie solaire en oxygène. Ce sont elles qui, en construisant les stromatolites, ont créé pour l'essentiel l'atmosphère que nous respirons aujourd'hui. L'équipe du centre de Lee-Stocking doit travailler rapidement. Quelques échantillons peuvent être prélevés qui seront analysés dans les laboratoires de la base une fois à terre. Ce petit tourbillon de sable annonce la marée montante. Très rapidement, de furieux courants balaient le champ d'études. Ces tempêtes sous-marines ont retardé la découverte. Personne avant 1984 n'avait osé plonger là. Mais les stromatolites doivent leur survie à ces mêmes courants. En empêchant que la faune sous-marine se développe, ils les protègent des prédateurs. Après avoir permis l'apparition de la vie animale sur la planète en créant l'oxygène, les cyanobactéries ont été victimes de leur propre succès. Les animaux les mangeaient.
Il y a 600 millions d'années, tous les stromatolites sont morts, à l'exception de quelques-uns. Deux endroits connus au monde abritent encore des stromatolites vivants, l'Australie et les Bahamas. Les derniers dinosaures de pierre continuent de se développer dans ce chenal marin, cette bande claire à gauche de l'île de Listoki. 150 millions d'années auparavant, l'Europe ressemblait aux Bahamas. Des îles, des eaux peu profondes, un climat chaud et ensoleillé. Connaître l'évolution la plus récente des Bahamas, c'est comprendre les changements qui ont eu lieu en Europe. C'est le travail de Ramon. Lorsqu'un mois plus tard, il achève son expérience, les courants ont drainé des tonnes de sable. Le plexiglas est à moitié enseveli. Ramon va pouvoir déterminer la vitesse de progression des dunes. Mais il faut d'abord consolider le terrain. Avant de dégager une coupe transversale, on doit stopper momentanément la course irrésistible du sable. Ensuite, les scientifiques pourront recueillir une foule d'indications précieuses sur les processus qui ont peu à peu transformé l'Europe en un vaste continent terrestre. En observant les grains de sable, Ramon peut savoir comment les différentes couches de sédiments se sont superposées. Tout est photographié. Les clichés seront développés et étudiés dans le laboratoire de Miami, où le jeune géologue s'est installé depuis peu. La mer Caraïbe raconte l'histoire naturelle de nos pays, de la planète tout entière. Les stromatolites géants des Bahamas n'ont que 4000 ans. C'est dire s'ils sont jeunes à l'échelle géologique. En 4 millénaires, ils ont atteint 2 mètres. Peut-être perceront-ils un jour le miroir de la surface. Comme ça. Ok, c'est bon, ça va venir appuyer dessus. Là. Voilà. Ok. Et puis tu vas venir te mettre donc en tension sur le rack. Bien. Ça fait drôle de voir les cordes rétrécir jusqu'à disparaître complètement dans l'obscurité. Bon, j'enlève les deux là. Non, t'enlèves pas les deux. Celle-là. Non, celle-là tu la laisses. Voilà, Okay. t'enlèves la petite. Voilà. Et tu viens te mettre en tension. Ça va? Il y a les sangles du baudrier qui cisaillent les jambes, ce qui fait que la circulation c'est pas beaucoup. Ça te coupe le sang. Si tu veux être plus à l'aise, Ouais. c'est un petit peu. Tu essayes de remonter les genoux comme ça. Là. Ouais. Alors attends. Voilà, tu gardes ta même position de main, Ouais. exactement pareil. Voilà. Tu vois, tu peux. Aussi, je peux vous dire que quand Vincent Dupuis, notre pilote de ballon, est venu ici en reconnaissance, il n'avait pas imaginé une seconde corde pour l'empêcher de se vriller, ce qui fait qu'il a fait toute la remontée en vrillant comme ça. Il m'a dit lui-même que si l'on avait pu filmer ce qui se passait dans sa tête, on aurait sûrement fait une émission assez étonnante. On va mettre la barrette. Alors, tu passes la corde au milieu, voilà. Tu crochettes, Ok. voilà, et tu tires bien, là, D'accord. comme ça. Ok. On va descendre un poil plus vers moi. Un poil plus vers moi. Voilà, comme ça, on va se mettre face à lui. Voilà, En hop, réalité, on enlève le mousqueton là. ce qui se passe,
Voilà, donc la corde, on va la faire passer ici. Hein. Donc là, tu vas libérer un petit peu la tension au niveau du pied. Et on la passe. Tu montes la barrette. Attends, il y a un problème. Allez, comme ça. Voilà. Voilà, c'est bon. Voilà. Ok. J'ai horreur ces manœuvres quand il y en a 200 mètres au-dessus et quasiment autant en dessous. Allez, On repart. on repart. Voilà. C'est incroyable, c'est un refuge d'oiseaux. Voilà, regarde la lumière aussi qui dégouline sur la C'est là que, ouais. Alors là, on se rend compte qu'on est dans un puits parce qu'évidemment, l'entrée de cette cavité paraît beaucoup plus étroite que quand on était là-haut. On va gagner encore quelques dizaines de mètres, aller rejoindre le campement au fond. On va quitter quelques instants le Mexique, on va pas s'éloigner beaucoup d'ailleurs. On va aller au sud, au Guatemala, à Aguateca, qui a été la capitale d'une d'une cité maya qui a été fondée par un prince maya qui avait quitté Tikal au milieu du 7e siècle. Et cette capitale a été redécouverte il y a peu de temps. Elle est explorée par des archéologues américains, et notamment l'un d'entre eux qui est à l'université de Nashville, qui a servi de guide aux équipes de Soya. Ça les intéresse parce que d'abord, sa spécificité, c'est qu'elle est dans une forêt tropicale, très humide. Elle est au bord d'une faille qui servait de douve naturelle à cette cité, au fond de laquelle il semblerait qu'il y ait beaucoup d'objets qui sont autant d'indices dans les débuts d'explications que les archéologues tentent d'échafauder pour comprendre pourquoi toutes ces cités mayas ont été quasiment du jour au lendemain et massivement abandonnées. Cap sur Aguateca, et l'on se retrouve donc dans le gouffre aux hirondelles, au cœur du Mexique. Allez! Le Rio La Pasión, dans la région du Petén, au Guatemala, n'est navigable qu'à la saison des pluies. Ces eaux voient alors leur niveau augmenter de 4 ou 5 mètres, suffisamment pour permettre enfin le passage des barques à travers des kilomètres de terre noyée. Roberta Ashley est archéologue et américaine. Elle aussi a dû attendre la crue pour rejoindre le site d'Aguateca. Une véritable expédition qui ne peut débuter qu'à bord d'une lancha avant d'accoster dans la région la plus dense et la plus inhospitalière du pays. Une équipe d'archéologues de l'université du Guatemala se trouve déjà sur place. Installés au cœur de la jungle, ils travaillent sur le plus ambitieux des projets de fouilles jamais entrepris en Amérique latine, le Petex Batum Project. Benito Ramirez est archéologue lui aussi. Sa spécialité, les céramiques. Comme le reste de son équipe, il travaille en collaboration avec les Américains, mais peu lui importe les nationalités, pourvu qu'il y ait les compétences. Une fois le pied posé à terre, ce même pied va être sérieusement mis à contribution. Le site d'Aguateca est encore à 2 heures de marche. La progression est lente à travers une forêt dense et peuplée d'une multitude d'animaux, parmi lesquels le singe hurleur. Son cri ressemble à s'y méprendre à celui du jaguar, ce qui lui valut d'être déifié par les Mayas, qui en firent le dieu de la mort. Aguateca est une cité-État dont on sait peu de choses, sinon qu'elle fut construite au IIIe siècle de notre ère par les Mayas. Déchue, puis oubliée, cette place forte ne fut redécouverte qu'en 1957. Pour se développer à l'abri des convoitises, elle fut érigée sur un site privilégié. Une plateforme surélevée, bordée d'une interminable faille. Une défense naturelle que les Mayas renforcèrent encore de nombreux murs d'enceinte. De toutes ces fortifications, il ne reste presque plus rien aujourd'hui. Seul subsiste l'indéfectible faille.
Véritable douve naturelle, offerte par quelques tremblements de terre oubliés, la faille d'Aguateca s'étend sur plus de 17 km de long. Atteignant les 100 mètres de profondeur par endroits, en revanche, elle dépasse rarement les 5 mètres de large. C'est pour cette faille que Roberta a fait tout ce chemin. Presque inviolée à ce jour, elle pourrait bien abriter quelques galeries aussi prometteuses que sépulturales dans le mystère de ces murs spongieux. Un espoir au service duquel Roberta met tous ses talents de varapeuse en excellentes conditions physiques. Le ruissellement des eaux le long des parois, allié à la pauvreté de la lumière qui parvient à s'y glisser, rendent une telle descente extrêmement éprouvante. Pour se distraire de ses angoisses, Roberta se remémore l'histoire des Mayas. Apparue il y a 3000 ans, leur civilisation est l'une de celles qui vécut le plus longtemps. Elle ne s'éteignit qu'avec la conquête espagnole du Yucatan au Mexique en 1541. Mais dès le début de leur règne, et pour se protéger des trop nombreuses guerres tribales, les Mayas choisirent le site d'Aguateca pour son exceptionnel potentiel défensif. Apparemment un bon choix, puisqu'Aguateca s'imposa comme une ville de première importance et le resta durant les 5 siècles qui suivirent. Ce n'est probablement qu'au IXe siècle qu'une dernière offensive eut finalement raison de sa longévité et de ses incroyables tranchées. Les sous-sols de cette région sont calcaires et comme c'est souvent le cas dans ce type de terrain, le fond de la faille est truffé de galeries creusées par l'eau et le temps. Certaines d'entre elles s'enfoncent de plus de 500 mètres dans les parois. Une terra incognita d'un genre un peu particulier et que Roberta est la première à explorer. En tant qu'archéologue, elle a émis l'hypothèse que ces providentiels couloirs auraient pu servir de tombes toutes trouvées pour les Mayas. Une théorie que les responsables du Petex Baton Project ne pouvaient laisser invérifiée. On imagine souvent les archéologues couverts de poussière par le vent du désert, armés d'un pinceau dont ils chatouillent quelques vestiges à peine déterrés. C'est oublier un peu vite la diversité des sites et des recherches. Aucune raison de s'étonner dans ce cas qu'un archéologue se transforme en spéléologue s'il existe la moindre chance d'exhumer le plus petit témoignage permettant de combler une lacune sur les agissements d'une civilisation disparue. Ces bribes de connaissances sont plus précieuses pour les archéologues que le plus précieux des bijoux, si elles permettent de compléter leur savoir. Elles valent en tout cas tous les efforts et toutes les péripéties. Du plus petit témoignage que poursuit Roberta dans l'enfilade de ses galeries. Et ces éclats de poterie représentent le trésor qu'elle est venue chercher.
Leur décoration rappelle étrangement celle d'une stèle déterrée à la surface. Autre trésor, des coquillages originaires des Caraïbes et ciselés à l'effigie du Saint-Jurleur, dieu de la mort. Des poteries et des coquillages qui ont prouvé la justesse des théories de Roberta. Reste à les étudier, à les comprendre, à les traduire peut-être, dans l'espoir qu'ils puissent livrer les secrets d'Aguateca. On dit que cette région du Petén renfermerait plus de sites que toute l'ancienne Égypte réunie. Qui sait d'ailleurs combien d'autres mystères cachent encore l'immensité de la forêt guatémaltèque. Une seule chose est sûre, l'âme des Mayas n'a pas fini de poser toutes ces énigmes. Hop, les deux, là, l'autre, et tu peux continuer à descendre. Voilà, comme ça. Il est marrant, lui. Voilà. Et tu laisses glisser. Après, tu tournes et tu resserres. Tu as regardé en l'air, là, le trou où on en était? C'est colossal, hein, la taille de cette cavité. Tu vois, c'est pratiquement fluo, là, au J'ai fond. l'impression d'arriver dans un... Alors vraiment dans un autre monde ici. Hein. Incroyable. Avec cette mousse effectivement fluo et ces petites tentes. Comme si on venait rejoindre des naufragés. Alors, on a quitté le Guatemala, on est revenu au Mexique et on arrive pratiquement au fond du gouffre aux Hirondelles. Et là, on va passer plusieurs jours ici, en attendant la semaine prochaine, où nous redécollerons en montgolfière. Ça va être géant. À toi. À toi. Non, à toi. À toi, là. Voilà. Alors, on va jouer quand même de temps en temps. Attention. Éventuellement, tu pousses ma corde. Bon. D'être féerique, assez envoûtant. On va aller, le temps de se déséquiper, dans une petite île qui est à 75 km dans le sud-est de Taïwan, l'île aux orchidées. Rendre visite à la tribu la plus petite et la plus primitive de toutes les tribus qu'il y a dans Taïwan et surtout dans les îles qui sont autour de Taïwan. La tribu des Yami, dont l'événement le plus important est la construction d'un bateau. Il était assez rare de leur rendre visite, c'est ce qu'ont fait les caméras Ushuaïa avec le plus grand respect. Allez. Ouf. Orchid Island ne mérite plus son nom. Il n'y a plus vraiment d'orchidées sur l'île. Les seules fleurs qui poussent encore à profusion blessent le ciel de leurs armatures de fer. Ce sont les dépouilles des navires balayés par les typhons qui s'acharnent sans relâche sur les pourtours de l'île. Lanhu, comme l'appellent les Chinois, est un petit bout de terre sans cesse battu par les vents à 65 km au sud-est de Taïwan. Il fait aujourd'hui partie de la République de Chine. La tribu aborigène des Yami a pourtant réussi à s'y acclimater. Ils sont les seuls habitants d'Orchid Island. Originaires d'une des vallées du Tibet, ils auraient traversé l'Indonésie et les Philippines, mais les Yamis de l'île aux orchidées sont les seuls qu'on ait retrouvés à ce jour. Peuple du vent, ils
Ils ont appris à s'en préserver, à le respecter, à le prier. La danse des cheveux est un hommage à ces dieux pour en appeler à leur miséricorde, pour qu'il épargne les pêcheurs et le village. Les villages yamis, comme Langtao, sont tous en bord de mer. Des remparts entourent chaque demeure pour évacuer l'eau des tempêtes, tandis que les maisons elles-mêmes sont construites sous terre pour résister aux ravages des typhons. Seuls dépassent les tours d'aération et les greniers. Autre précaution, les toits. Particulièrement exposés, ils sont constitués de tôles goudronnées pour résister à l'arrachement et permettre l'écoulement des eaux de pluie. Ces maisons enterrées ont des murs en bois de fer et sont composées de 2 ou 3 pièces. Une pour faire sécher la viande et les poissons, une pour cuisiner et une dernière pour vivre et dormir. Les yamis se nourrissent principalement de poissons volants. Ils les pêchent au mois de juin lors de leur migration et doivent vivre le reste de l'année avec ceux qu'ils auront pris dans leur filet. Ici, ce sont les femmes qui choisissent leur mari. Pour le reste, les tâches ménagères sont équitablement partagées. Vu de l'extérieur, le village semble désert, oublié, vaincu par le vent. Mais les yamis résistent depuis des siècles. Ils font partie de ces populations dites aimables. Ils n'ont jamais fait la guerre, ont résolu toutes leurs disputes par des palabres, vivent sans chef, partagent les fruits de leur pêche. Les éléments les ont éprouvés, mais les ont aussi longtemps préservés de toute ingérence, jusqu'à l'arrivée des Japonais, puis des Chinois. Aujourd'hui, il ne subsiste plus que 2 villages yamis et la volonté farouche de leurs habitants de sauver des traditions évanescentes. Témoin ce casque rituel. Chaque famille n'en possède qu'un, dont chaque lamelle représente une génération. Les hommes ne le portent qu'à l'occasion de rituels sacrés, comme ici, pour implorer la clémence du vent. 2 typhons sont en approche. Kiamaoni se souvient aussi du temps où les yamis se réunissaient tous les 2 ans pour célébrer la cérémonie du bateau. Il se souvient qu'on tuait des cochons et qu'on faisait la fête durant 2 jours à la fin du mois d'août, quand la lune était pleine. Les cochons étaient immolés. Tous venaient en habit d'apparat chanter des mélodies des temps anciens. Les hommes dansaient pour faire fuir les fantômes. On célébrait le bateau, la plus grande richesse qu'un yami peut posséder. On implorait le vent. Et on dansait encore. Puis, on remplissait la pirogue d'une montagne de taro, cette plante cultivée par les femmes, base de leur alimentation. L'alliance du taro et du bateau dans laquelle les hommes ramèneraient les poissons était magique. Ils étaient nombreux à cette époque à se partager le taro. Une fois le bateau vidé de sa cargaison, il était temps de l'emmener à la mer, sur l'océan joyeux des dos des hommes.
fin de la cérémonie, 10 hommes faisaient un rapide aller-retour sur les vagues. Le bateau était alors prêt pour toutes les aventures. Depuis les temps les plus reculés, ces pirogues en forme de petits dracars font la fierté des Yamis. Avant, pour devenir un homme, il fallait construire sa propre embarcation. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 2 dans le village de Langtao à savoir comment s'y prendre. Avant, les hommes se rendaient dans la montagne d'où ils ramenaient quelques planches taillées à la main aux justes dimensions nécessaires. Autour d'un axe, ils enchassaient ces planches, les emboîtaient avec de l'argile rouge pour les maintenir ensemble et en assurer l'étanchéité. Ces pirogues ne sont pas faites pour aller loin ni pour voguer longtemps. La mer et le vent sont trop mauvais de toute façon. Mais ce ne sont pas eux que les Yamis craignent le plus. Ils savent que le véritable danger vient des hommes, de leur besoin de dominer. En 1903, ils ont déclaré la guerre pour la première fois aux États-Unis, venus s'échouer ici. Les Japonais qui possédaient l'île n'ont pas apprécié cette initiative, ils ont châtié les Yamis. Christianisés, civilisés, aujourd'hui ils ne veulent plus voir ces visiteurs venus d'ailleurs. Pour les Yamis, ce sont eux, les démons, qu'il faut repousser pour continuer à vivre. Ça démarre le feu? C'est bon, ça y est. Il doit être humide le bois, non? Bon, un petit peu. Ouais. Bon, bah, à demain. Moi, je vais dormir. Bah, à demain. Salut. On va aller prendre un peu de repos, on en aura bien besoin pour tenter de sortir avec le ballon et Vincent Dupuis. On va bivouaquer au fond de ce puits et le clou du spectacle, il faudra attendre vendredi prochain. Je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais en tout cas, ça sera une expérience pour le moins originale. Merci à tous ceux qui nous ont permis de descendre au fond du gouffre aux hirondelles, qui profitent d'ailleurs de la tombée de la nuit pour elles aussi aller se coucher. C'est l'arrivée de cette gigantesque nuée de martinets. Merci à Damien Chattard, Guy Moxon, Stéphane Girard et tous les spéléos que vous n'avez pas vus mais qui nous ont aidés à mettre en place tout cet équipement pour descendre le matériel au fond et notamment la montgolfière. Merci à Vincent Dupuis qui a pris sur lui pour se laisser descendre sur ces centaines de mètres de vertical. Il préfère être dans sa nacelle, plus à l'aise en général. Bonne fin de soirée, bonne nuit et à vendredi prochain. Ciao. Ronde-Poulenc et Ushuaïa, la nature, le progrès, l'aventure humaine.